Bonsoir. Félix Wazekwa est un artiste congolais qui veut sa musique intellectuelle, parolier de Papa Wemba et de Koffi Olomide. Cet artiste a débuté une carrière solo en 1995. Dans presque toutes ses chansons, on y trouve des proverbes, des réflexions qui vous font méditer et qui diffèrent de certains artistes congolais. Dans son premier bouquin, Les petits bonbons de la sagesse, il relate quelques pensées, d'après lui, qui nous donnent de la matière dans la connaissance ou la recherche de la sagesse. Ces bonbons, toujours d'après lui, n'ont pas le même goût selon que l'on aborde tel ou tel sujet. Il aborde des sujets tels que l'amour, des faits sociaux, des croyances et j'en passe. Je l'ai joint au téléphone cette semaine dans notre émission RM Show qui nous a accordé à partir de Paris. Confinement oblige, il est à Paris, nous sommes à Washington. Suivons cet entretien avec Mokwa Bongo, le monstre d'amour Félix Wazekwa et nous revenons dans un instant. Bonjour Félix Wazekwa, tout d'abord merci de nous accorder cette interview. Comme on le sait tous, vous êtes à Paris dans cette ambiance de confinement. Comment vous allez Félix Wazekwa? Oui, je vais très bien. Je vais très bien. Merci beaucoup Roger Montou. Merci. Ça nous fait toujours plaisir parce que Félix, quand on a besoin de lui, il est toujours là pour nous. Félix, que pensez-vous de ce Covid-19 qui rend les hommes impuissants? Quels conseils vous avez à donner à vos proches, aux membres de votre famille et aussi à vos fans, Félix? Oui, d'abord, il faut dire que si aujourd'hui on pouvait voir ce qui se passe dans un film au cinéma, on aurait dû dire que voilà, là les réalisateurs ont exagéré, quoi. Donc, non, on ne vivra jamais une telle situation. Mais aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre est une réalité dans la plupart des cas que nous vivons, en tout cas, chaque personne pour la première fois. Donc, ça doit nous ramener à comprendre notre petitesse, à nous rendre humbles finalement face à cette nature que Dieu a créée. Mais je salue d'abord les efforts de tous ceux qui sont dans le corps médical, qui se sacrifient. D'ailleurs, même la maladie, par moments, emporte même les soignants. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui font ce métier par vocation. Mais ce qu'il faut encore dire, c'est que, par exemple, en Afrique, beaucoup de gens, en tout cas de jeunes, se disent que, bon, ce n'est qu'une farce. C'est pas vrai. Et c'est cette attitude que je suis en train de fustiger, parce que la même attitude a été aussi adoptée pour le sida. Quand on avait découvert en fait en 81 par le professeur Luc Montagnier, c'est tout ce qui tournait autour du sida, et l'attitude des jeunes en Afrique en particulier, c'était ça. Non. On avait même inventé un nom pour SIDA, donc S-I-D-A, c'est le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Mais à un certain moment, on a vu vraiment des gens commencer à mourir. Et on voyait aussi comment ça faisait dégénérer le corps. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont pris des dispositions. Beaucoup aujourd'hui savent comment se comporter pour ne pas attraper le sida. Donc ne faisons pas la même erreur, quoi. Ce que je voulais dire, c'est une maladie vraie, qui touche vraiment, on dit une pandémie, donc c'est déjà dans les 5 continents. Donc nous devons en prendre vraiment en nous-mêmes, c'est-à-dire tous les efforts que nous pouvons dégager, avoir l'intelligence de la situation, savoir comment se comporter pour éviter ça. Un très bon conseil, en tout cas, là, vous avez tout dit, Félix. Et moi, je pense que je suis d'accord avec vous dans ce sens-là, où j'ai beaucoup entendu parler surtout des jeunes qui continuent à écrire, même sur les réseaux sociaux, à dire que c'est pas vrai, c'est une histoire fausse. Les autorités sont en train de créer ça, mais on voit, moi, j'ai perdu plus de 30 personnes
que je connais personnellement. Et c'est là où on continue à sensibiliser. Et à tous vos fans qui vous écoutent en ce moment, aux gens qui connaissent Félix Oazekwa, vous avez entendu ça de la bouche de Félix Oazekwa lui-même. Félix, revenons un peu, nous allons revenir encore parler peut-être un peu de ce coronavirus, mais d'abord parlons un peu de votre carrière musicale. Aujourd'hui, vous nous donnez cette opportunité-là de vous mettre sur les ondes ou au fond fin de Conakry, de Mali, de Tchad. On nous écoute et ils connaissent bien votre musique, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas trop bien sur l'artiste lui-même, Félix Oazekwa, qui est de la République démocratique du Congo, un grand artiste musicien, parolier congolais, mieux connu en tout cas, notamment grâce à ses collaborations aussi avec des grands comme Papa Wemba, Koffi Olomide, en 1993, alors qu'il venait d'écrire une chanson pour Papa Wemba. Félix, il y a Papa Wemba qui dit non, Félix, moi je pense que, et vous l'avez dit plusieurs fois, moi je vous ai suivi dans des interviews, Papa Wemba vous dit, mais non Félix, écoutez, vous-même, vous pouvez chanter. Et ça, pour moi, je me suis toujours dit, mais je vais demander ça à Félix, quelle était votre impression quand le grand comme Papa Wemba vous a dit ça, hein? Oui, Roger, c'est comme si je venais de passer un grand test. Donc, que les jurys étaient unanimes. Donc, en fait, il a mis de la dynamite en moi. Oui. C'est-à-dire que comme moi, j'étais son parolier, il m'a dit, mais Félix, avec les enregistrements que vous me donnez, mais je vois bien que vous savez très bien chanter. Je ne sais pas si vous savez danser, mais en tout cas, vous chantez très bien, vous savez jouer de la guitare. Ouais. Mais moi, je pense que vous ne vous limiterez pas seulement à être mon parolier. Pourquoi ne pas un jour rentrer en studio? D'ailleurs, il m'a fait la promesse de m'accompagner dans ma première production. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi je dois vraiment une fière chandelle à Papa Wemba, à Madilou, à tous ceux qui m'ont accompagné à mes débuts, comme on appelait communément le Seigneur Tabouley. J'ai eu à chanter avec lui, j'ai eu à chanter avec le vieux Bozi Boziana. C'est-à-dire, il y a toute cette collaboration des aînés qui ont tout de suite cru en moi parce qu'ils voyaient en moi un parolier exceptionnel. Et c'est ça, en fait. Mais le fait que papa m'ait dit ça, pour moi, c'était un go. Vas-y. Allez, maintenant il faut commencer. C'est pourquoi je n'avais pas hésité pour commencer ma carrière musicale, pas en tant que maintenant parolier pour les autres, mais maintenant en solo. Et après, j'ai créé un groupe qui s'appelle Cultura Pays Vie. D'ailleurs, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai même une chaîne sur YouTube qui s'appelle Cultura Pays Vie News, où les gens peuvent avoir de mes nouvelles. Mais il y a aussi une autre chaîne qui s'appelle Félix Oazekwa officiel. C'est là où il y a toutes mes chansons. Mais ça, c'est une très bonne chose que vous nous dites ça, parce que sûrement, il y a beaucoup de vos fans qui ne savaient vraiment pas ça. Et la première chaîne YouTube, vous avez dit, c'est quoi, à part ce Félix Oazekwa? Oui, c'est Cultura Pays News. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, c'est Cultura... Donc, c'est un montage de mots, en fait. Le nom de mon groupe, en fait, veut dire la culture africaine dans un pays qui vit. C'est pourquoi j'ai appelé ça Cultura Pays Vie. Donc, culture, quand vous arrivez à R là, il y a l'apostrophe et puis A. Donc, culture africaine. Ok, c'est ce que le A là représente. Voilà. Culture A, africaine. Africaine, oui. Donc, dans la culture africaine dans un pays qui vit. En fait, je suis parti de l'idée que finalement, je me demandais, avant d'arriver en Afrique du Sud, je me demandais si toute l'Afrique, si l'Afrique n'était pas maudite finalement. Parce qu'apparemment, dans nos pays, mais on n'avance pas. Avec toutes les richesses que nous avons, avec tout ce que nous avons, je parle de l'Afrique en entier, c'est étonnant. Et quand je suis arrivé pour la première fois en Afrique du Sud, j'étais invité au Kora. Parce que j'ai eu le Kora du meilleur artiste de l'Afrique centrale. Mais bon, avant de l'avoir, j'ai dit... Félicitations encore une fois. Plus de 3 fois. Oui, merci beaucoup. Mais c'est en voyant plutôt la façon dont l'Afrique du Sud était construite, je me suis dit, mais finalement, donc, on n'a pas une terre maudite. Donc, il suffit de travailler. Donc, ça m'a donné un coup de fouet. Je me suis dit, non, nous devons nous mettre seulement au travail. Et aujourd'hui, quand j'apprends ce qui se passe au Botswana, ce qui se passe aujourd'hui au Ghana, ce qui se passe au Sénégal, tous ces pays-là, aujourd'hui, sont en train d'émerger. Voilà, donc je suis très content. Donc, la culture africaine vivra.
la culture africaine vivra. Et c'est ce qui m'amène, pardonnez-moi, c'est ce qui m'amène à l'autre question que j'ai, Félix Wazekwa. On vous connaît aussi aujourd'hui grâce à vos proverbes, comme moi je les appelle, vos mots édifiants, vos conseils, vos paroles. Et vous étiez parolier, ça s'explique aussi, des plusieurs artistes, vous venez de le dire. Mais moi je cherche toujours à savoir, aujourd'hui, je vous présente aussi comme écrivain, parce que vous avez le livre, on en parlera dans un instant, Les petits bonbons de la sagesse. Mais qu'est-ce qui vous inspire, Félix Wazekwa? Là, vous nous venez de nous parler de votre voyage en Afrique, où vous voyez en Afrique du Sud, vous voyez comment tout est développé, mais vous dites l'Afrique est maudite ou quoi? Qu'est-ce qui inspire Félix Wazekwa? Oui, d'abord, ce qu'il faut se dire que moi, je suis parti de l'idée que très souvent, d'ailleurs, nos aînés, quand ils chantaient, puisqu'il faut savoir que ceux qui ont commencé la musique en Afrique plutôt, venaient tous de nos provinces. Pour faire court, ils venaient tous du village, en fait. Alors, chaque artiste avait ramené dans la capitale, en l'occurrence Kinshasa, chaque artiste avait ramené les proverbes de son terroir. Voilà, c'est dans tel coin d'Afrique, on a l'habitude de parler des proverbes. Voilà, mais moi je me suis dit un jour, mais ces proverbes-là, ils ne sont pas infinis. Un jour, ils vont épuiser plutôt tous les proverbes qu'ils ont ramenés de leur terroir. Et après? Donc je me suis dit, alors dans ce cas-là, moi je ne veux pas, dans mes chansons, parler des proverbes qui ont déjà été créés par nos aïeux, disons nos aînés, nos ancêtres, nos parents. Pourquoi ne pas commencer à créer moi-même mes propres proverbes? Et c'était ça la difficulté, la nouveauté que Wazekwa a apporté dans la chanson. Donc, j'ai créé mes propres proverbes. Voilà, quand je dis par exemple que le moustique peut penser qu'on est en train de l'applaudir, alors qu'en réalité, on cherche à le tuer. Et c'était nouveau pour les gens. Alors que les gens ont toujours vécu avec les moustiques. Bien sûr. Voilà, donc, parce que le fait qu'on est en train de les louper quand on claque les mains, je me dis, mais là, il peut penser qu'on est en train de l'applaudir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans la vie, par moment, on peut être dans un endroit où on pense qu'on vous a bien reçu, ou que les choses vont bien se passer, ou même on peut même vous applaudir. Mais en réalité, ces gens-là peuvent être aussi dans la recherche de vous nuire. Voilà, donc, mais pour dire ça comme ça, pour un parolier, il faut faire court. Je dis simplement que les moustiques peuvent penser qu'on est en train de l'applaudir, alors qu'en réalité, on cherche à les tuer. Voilà, donc, et ça, dans la littérature africaine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Voilà, donc j'ai essayé de dire des choses nouvelles. C'est pourquoi je fais ces livres-là, les petits bonbons de la sagesse, où je suis en train de reprendre la plupart de mes proverbes, mais en les expliquant cette fois-ci en français. Là, on vient de finir la traduction anglaise. Voilà, donc. Ça c'est parfait, parce que nous les anglophones, là, on attend. Ah oui. Donc. C'était pas facile, donc là on vient de finir. Je pense que ça sera aussi traduit dans d'autres langues. Le livre s'appelle Les petits bonbons, donc au pluriel, les petits bonbons de la sagesse. Et ceux qui veulent avoir les livres, ils n'ont qu'à aller sur Amazon.fr. Parce que je sais que même aux États-Unis, partout dans le monde, des gens me demandent comment on peut s'acquérir les livres. Non, c'est Amazon.fr, vous avez les livres. Et c'est par l'édition Bergame, c'est ça, si je me rappelle. Bergame, oui, c'est ça. Voilà. En parlant de ces paroles-là, un de mes amis et collègues journalistes m'a envoyé, Alain Kiuka, que je cite ici, m'a envoyé un de vos proverbes, et je vais lire ça. Un véritable homme de pouvoir est celui qui a le pouvoir d'abandonner le pouvoir. J'ai essayé d'écrire toute une dissertation là-dessus. J'ai essayé d'écrire. Il m'a envoyé ça la nuit. Je ne pouvais même pas dormir. Je devais déchiffrer mot par mot. Expliquez-nous un peu. Je répète, Félix Wazekwa, un véritable homme de pouvoir est celui qui a le pouvoir d'abandonner le pouvoir. Oui, c'est ça. On a vu ça en Afrique avec Nelson Mandela. Quand il est sorti de la prison, normalement, il avait tous les atouts pour faire 2 mandats. Mais comme c'était un véritable homme de pouvoir, il n'en a fait qu'un mandat et puis il a préféré se reposer. On a vu ça avec Sédar Senghor, Léopold.
voilà, Abdoulaye, Ouais. Plutôt Abdou Diouf. Abdou Diouf, ouais. On a vu ça avec Abdou Diouf. Ouais. Voilà, il y a plein de gens comme ça. Là, je suis maintenant dans le monde politique. Oui, ça, je l'ai senti, c'est Africains, pourquoi, ouais. Voilà, on a vu des Africains qui, sans effusion de sang, ont préféré abandonner le pouvoir parce qu'ils étaient de vrais hommes de pouvoir. Ce n'est pas en s'en tichant, ce n'est pas en commençant à vivre, j'allais dire même le mauvais côté, l'usure du pouvoir. Et on a connu des dirigeants qui, quand on commence à mettre plus de 30 ans au pouvoir, je ne sais pas, même Einstein, l'homme le plus intelligent qu'on ait connu jusque-là, je ne pense pas qu'il aurait accepté qu'il puisse faire ça pour les États-Unis. Non, je pense qu'à un certain moment, on doit savoir quitter quelque chose avant que la chose nous quitte. Voilà. Donc, le véritable homme de pouvoir pour moi, c'est celui qui a le pouvoir d'abandonner le pouvoir. C'est-à-dire, à un certain moment, il se rend compte que j'ai fait mon temps. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup les Américains de ce côté-là. D'abord, votre mandat de vos présidents, ce n'est que 4 ans. Oui, exactement. Voilà, donc 4 ans après, vous renouvelez ou bien vous quittez. Mais quel que soit le génie des présidents qui ont connu les États-Unis, voilà, on a toujours connu ces départs. Voilà. Mais beaucoup de gens font la politique, mais n'ont pas les pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. Des vrais politiciens. Ils ne sont pas animés vraiment par le mécanisme que j'appelle le véritable homme de pouvoir. Doit avoir le pouvoir d'abandonner le pouvoir. Quand la situation se dégrade, pourquoi on veut s'accrocher au pouvoir? Voilà, on a moult exemples de gens qui aujourd'hui en Afrique veulent absolument rester dans le pouvoir, comme s'il y avait que le pouvoir politique. Mais le raisonnement n'est pas seulement sur la politique, même en amour. Je dirais même que un véritable amoureux doit savoir aussi quitter l'amour quand ça ne marche pas. Vous voyez? Voilà, c'est aussi le pouvoir. Voilà, il doit avoir aussi le pouvoir de quitter parce que quand vous êtes avec une personne, vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais il faut avoir la force, l'énergie de laisser l'autre faire sa vie. Surtout quelqu'un qui vous demande le divorce, mais il faut le laisser, le laisser partir parce que on ne se suicide pas quand on est en bonne santé. Donc on ne se suicide pas quand on vient de gagner au loto. On ne se suicide pas quand on a le bonheur. Très souvent, pour moi, je prends une séparation, un divorce comme un suicide, en fait. Donc, quand quelqu'un veut partir comme ça, je pense qu'il faut avoir... Quand on est un vrai amoureux, il faut laisser la personne partir. Et ça l'aidera beaucoup. Peut-être même en comparant là où la personne va partir, même en comparant sa nouvelle situation, la personne pourrait même comprendre qu'elle était mieux avec vous. Enfin, il faut laisser aux gens les comparer, les temps de comparer finalement. Et peut-être que là, cette personne pourra rentrer vers vous. Peut-être qu'elle pourra rentrer vers vous pour... c'est ça. Voilà, peut-être qu'elle pourra rentrer parce que... voilà, c'est comme dans La chèvre de M. Séguin. Voilà, parce que comme le chèvre, du moins la chèvre, n'avait jamais quitté son enclos, il se disait peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Voilà, mais en partant, elle a vu qu'il y avait les loups dans d'autres... Voilà, donc, en tout cas, si on revient à cette phrase-là, je sais que mes amis africains sont en train de m'écouter. Je reviens encore pour dire qu'un véritable homme de pouvoir est celui qui a le pouvoir d'abandonner le pouvoir. Il doit savoir s'arrêter, laisser la place à d'autres personnes. Parce que même Jésus-Christ, son mandat n'avait duré que 3 ans. Alors, qui a plus de responsabilités que Jésus-Christ, qui est plus important que lui? On a vu des gens très, très extraordinaires dont on parle aujourd'hui même dans l'histoire de l'art ou même dans l'histoire de la musique, qui n'en ont exercé que quelques années. Mais ils étaient tellement bons, on garde leurs souvenirs jusqu'aujourd'hui. Waouh, ça c'est très fort et ça c'est très puissant. Et là, en parlant, comme vous avez dit, un conseil que vous donnez à nos frères et sœurs africains pour dire qu'en Afrique, on peut compter les vrais hommes de pouvoir que vous appelez. Oui. En tout cas, une de vos paroles, les phrases que moi j'aime beaucoup et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu. Ça c'est la phrase que j'adore. Ils disent, Félix dit, eux ils avaient cru qu'ils m'avaient enfermé dehors, mais c'est moi qui les avais enfermés dedans. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Oui, donc j'ai dit que quand vous avez pensé m'avoir enfermé dans la maison, Ouais. en fait, là, en réalité, c'est moi qui vous avez enfermé Dehors. au dehors. Voilà, c'est ça, Voilà, c'est ça. donc Ouais. je vous ai enfermé parce que et très souvent, quand on fait des choses, on se dit, voilà, on l'a eu. Ouais. Alors que par moment, vous êtes fait avoir. Ouais. Donc ça peut être le contraire de ce que vous êtes en train de penser. Aujourd'hui, si vous pensez avoir enfermé, par exemple, quelqu'un dans la maison, vous sortez, vous partez avec la clé. Ouais. Bon, si maintenant il se met par exemple à pleuvoir, vous n'avez pas une autre maison, vous allez chercher à rentrer à la maison. Rentrer à la maison. Si moi je bloque maintenant, et si moi je bloque maintenant dedans, vous ne savez pas rentrer, c'est vous qui allez maintenant être arrosé par la pluie. Donc c'est simplement pour montrer que dans la vie, par moment, quand on pense faire du mal à d'autres personnes, en réalité, on se le fait à soi-même. Voilà, donc il faut toujours ne pas faire des choses arbitrairement pour gêner les autres. On risque de se gêner soi-même. Oui, on risque de se gêner soi-même. Et vous savez, Félix, aujourd'hui, en parlant de ce Covid-19, il y a beaucoup plus de 2 millions de cas dans le monde. Ici aux États-Unis, plus déjà de 700 000 cas et beaucoup de morts. En lisant votre bouquin, que je tiens d'ailleurs en main ici, il y a une de vos phrases encore où vous dites, et moi j'ai essayé de marier ça un peu, parce que dans le livre, j'ai vu vous parler un peu de tout, mais j'ai pas vu vous parler par exemple de la maladie. Mais j'ai pris par exemple la phrase « La mauvaise odeur est connue à travers le monde. Elle peine néanmoins à se faire des admirateurs. » Je dirais aussi que la mauvaise odeur ici, c'est le Covid-19. Connu à travers le monde, mais qui peine néanmoins à se faire des admirateurs. Est-ce que c'est faux? Oui, on peut mettre ça aussi dans cette sauce-là. Oui. Mais d'emblée, au départ, je voulais dire ceci. Oui. Voilà. Être connu dans la vie, parce que beaucoup de gens cherchent à être connus. Oui. Mais on peut être connu comme une mauvaise odeur. Oui. Quel est ce pays qui manque une mauvaise odeur? Voilà. Quel est dans cette maison où il n'y a pas une mauvaise odeur? Oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la mauvaise odeur est connue partout dans le monde. Le problème, c'est que cette mauvaise, malgré qu'elle soit connue, mais elle a du mal à se faire des admirateurs. Oui. Personne ne souhaite avoir une mauvaise odeur. Donc, dans la vie, on peut aussi se faire connaître comme un parfum. Ce n'est pas tout le monde qui a les parfums, mais tout le monde souhaite avoir les parfums. Oui. Donc, ou du moins une bonne odeur. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la mauvaise. Donc, il ne faut pas chercher tout faire seulement pour se faire connaître. Mais on peut se faire connaître comme une mauvaise odeur, c'est-à-dire on est connu, mais on ne vous apprécie pas. Voilà. Est-ce que la démarche d'un être humain doit seulement être de se faire connaître, quoi que la personne fasse? Non. On peut vous connaître, mais d'une mauvaise façon. Donc, oui, cette personne, oui, je la connais, mais en tout cas, il ne faut pas l'amener ici. Ah non, c'est pas bien comme ça. C'est pas bien. Donc, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai dit dans cette phrase, oui, c'est vrai, il faut chercher à se faire connaître, mais au moins comme une bonne odeur. Parce que tout le monde cherche à avoir des parfums, même ceux qui n'ont pas le moyen, mais leur rêve, un jour, c'est d'avoir un parfum. Ouais. Un parfum qui sent bon. Ça n'a jamais été dans les rêves des gens. Qui a une bonne odeur. Un parfum qui sent bon, quoi, c'est ça. Qui sera bon. Mais si on veut se faire connaître comme une mauvaise odeur, oui, vite fait, on sera connu. Mais seulement, on n'aura pas l'approbation, on ne sera pas apprécié par les gens. Félix, à l'écoute de certaines, en parlant toujours de ce style, de ce qui vous inspire, à l'écoute de certaines de vos chansons, certains de vos albums, on ressent un peu de mélancolie, un peu d'amour, un peu de revendication, je dirais. Tout s'embellit, comme je le disais tantôt, avec des belles paroles. Et tout ça, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire des chansons pareilles? Oui, donc... moi, d'abord, ma première inspiration, c'est d'abord l'observation. L'observation, voilà, ça, je l'ai senti. C'est l'observation des gens, et je me fais l'avocat en tout cas, de tout le monde. Des sans-voix surtout. Voilà, donc des sans-voix. Donc, je me fais l'avocat, je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire pour une personne qui vit une telle situation? Voilà, parce que
nous, souvent, nous pensons aux avocats quand on est au tribunal, quoi. Oui. Quand on a une convocation. Oui. Là, on se dit, bon, là, il faut que j'appelle un avocat. Alors, moi, je suis cet avocat-là qui n'a pas besoin d'être appelé. Donc, quand je regarde à la télévision ce qui se passe, c'est comme ça qu'il me viennent les idées. Je suis aussi une personne croyante, donc je m'intéresse beaucoup aux Saintes Écritures, et ça m'aide aussi beaucoup. Donc, moi, je pense que l'inspiration, elle peut venir de partout. Une fois, je suis parti dans un deuil, et j'ai vu dans ce deuil-là, on avait mis la photo de la personne décédée. Mais Roger, j'étais très touché de voir que dans la photo, on a mis la photo du garçon comme c'était un footballeur, donc même avec un maillot, quoi. Donc dans un entraînement, en fait. C'était pas vraiment la photo qu'on devait mettre pour quelqu'un qui vient de décéder. C'était par manque de photos qu'ils avaient mis cette photo-là. Et de là, on était au deuil, m'est venue une idée pour dire que quand nous nous prenons en photo, très souvent nous pouvons nous dire aussi, ça peut être aussi la dernière photo qu'on prend en étant vivant. Donc, ayons parfois des photos, de belles photos à la maison qui peuvent être utilisées, pas forcément quand on va mourir, mais peut-être ça peut être mis, comment dire, sur les nets, pourquoi pas, dans beaucoup de situations. C'est pour dire comment? C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que par moment, on se néglige, on se dit qu'on a tout le temps, on a les temps en fait. Non, c'est pas le moment. Même quelqu'un qui a vieilli aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas encore fait leur testament. Non, ils ont toujours le temps, 80 ans, mais il a toujours le temps, il sait qu'il va le faire. Non, je pense que par moment, il faut savoir être devant des choses. Parce que la photo qu'on mettra le jour où vous allez mourir, par moment, ça peut encore faire pleurer beaucoup de gens parce que ce n'est pas la bonne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? On prend la tête de la personne décédée, on va faire un montage, on lui met une veste et une cravate, comme si c'était ses habits de son vivant, alors qu'en réalité, ce n'est que la tête. Pourquoi on arrivait jusque-là? Donc, par moment, c'est pourquoi, en fait, la phrase, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que nous devons faire des choses tellement bien, comme si c'était pour la dernière fois. La dernière fois, Donc, on fait des choses tellement bien. Je parle avec Roger, je me dis, bon, ça peut être aussi ma dernière interview, pourquoi pas. Non, donc, faut pas dire ça. Voilà, donc, non, c'est une façon de dire. Voilà, quand vous recevez les amis chez vous à la maison, mais accueillez-les tellement bien, c'est pour dire que c'est peut-être ma dernière réception. Si on a cette idée dans la tête, on fera toujours les choses bien. Voilà. Quand vous parlez à un aîné, soyez tellement poli pour dire que ça peut être aussi ma dernière réception. Pourquoi pas? Donc ça va nous aider à produire toujours de notre mieux. Moi, je pense que ceux qui disent souvent la vérité, et c'est des gens qui sont au chapitre de la mort. Voilà, ces gens-là, ils disent toujours la vérité parce que en fait, ils ne veulent pas amener cette vérité dans la tombe. Donc, j'encourage vraiment tous les frères qui me suivent de faire des choses comme si c'était pour la dernière fois. Et on saura comment mieux le faire. C'est tellement philosophique, Félix Ouazekwa, avec nous aujourd'hui dans Voice of America de Washington, D.C. Félix, vous connaissez, vous connaissant, comme moi je vous connais, en tout cas, malgré le confinement, sûrement que vous êtes sur plusieurs projets. Vous pouvez nous en parler ou décrire en quelques mots à quoi vous êtes en train déjà de penser, malgré ce confinement? Est-ce que vous êtes déjà en train de penser aux futurs projets ou en travaillant là où vous êtes en ce moment? Oui. Donc, en tant qu'artiste, évidemment, je pense à des productions, donc mes prochaines livraisons artistiques. Mais j'ai une livraison qui me tient beaucoup à cœur. C'est les livres que je suis en train d'écrire sur la grammaire française. Ah, mais ça, c'est un deuxième. Ça, c'est un deuxième livre. Oui, ça va être le deuxième livre. Parce qu'en fait, les livres que nous avons actuellement sur la grammaire française, dans la plupart des cas, ont été écrits par, j'allais dire, les Européens. Alors que moi, je trouve que par moment, les choses sont rendues d'une façon difficile pour comprendre. À ceux qui sont en train de me suivre, si je leur demande, si j'ai demandé par exemple, pourquoi est-ce qu'on met la virgule quand on est en train d'écrire? Posez la question même à vos professeurs de français, vous verrez que l'explication c'est pas très longue. Rentrez même dans Google, dans tout ce que vous voulez, vous verrez que les explications, non. Or, moi, dans mon livre là, je veux qu'un enfant de 9 ans, de 10 ans qui lit mon livre, donc, dès qu'il finit les chapitres sur la virgule, tout de suite, l'enfant commence à mettre la virgule et il sait pourquoi il met la virgule. Vous demandez ça, c'est pourquoi? Non, ça, je l'ai mis
Donc c'est bon, c'est une explication assez complexe, Ouais. mais que j'ai rendue finalement facile, en fait. Parce que je peux vous dire, Roger, est-ce qu'il y a moyen de me compter 1 jusqu'à 10? Ouais. Vous n'allez même pas compter parce que tout le monde sait que vous allez le faire, quoi. Oui, oui. Donc 1 jusqu'à 10, c'est tout le monde, même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils savent par nécessité, par exemple, d'utiliser l'argent, ils savent compter. Mais demandez à quelqu'un, tout de suite comme ça, qu'est-ce qu'on appelle l'accent aigu ou l'accent grave. Vous allez voir, la personne ne va pas se mettre directement comme il l'a fait par exemple pour 1, 2, 3 jusqu'à 10. Voilà, c'est pour dire que pourquoi il y a cette hésitation quand on vous demande ce qu'on appelle l'accent grave et qu'est-ce que l'accent aigu. Pourquoi il y a cette hésitation? Ouais. Voilà, il y a cette hésitation parce qu'on nous a mal expliqué depuis l'école primaire ces deux accents-là. Voilà, donc moi dans mon livre, je suis en train de rendre les choses faciles. Faciles, donc avec, j'allais dire, des méthodes qu'on appelle mnémotechniques, c'est-à-dire des méthodes pour aider la mémoire à bien capter quelque chose et qui puisse rester de façon indélébile dans l'esprit. Voilà. Donc, c'est tellement intéressant. C'est-à-dire, je ne suis pas en train d'inventer le français, mais seulement d'expliquer facilement aux gens pourquoi est-ce qu'on doit mettre l'accent, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, pourquoi, parce que très souvent, dans les livres, les explications sont encore plus compliquées. Il arrive même parfois, on cherche un mot dans les dictionnaires, on voit le mot, on lit le mot, mais on ne comprend toujours pas. Voilà, c'est ça. Donc, or, sur un autre dictionnaire qu'on peut lire, on a maintenant la bonne version du mot, et puis on comprend les mots. En fait, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire, les livres de français qui en sont sortis avant resteront, mais moi, mon livre servira à aider les gens à comprendre dès le plus jeune âge certaines choses qui compliquent même ceux qui sont à l'université aujourd'hui. Moi, Félix Oazekwa, j'ai hâte d'avoir ce livre-là. Et je vais vous dire pourquoi. Ça fait 20 ans que j'enseigne le français ici aux États-Unis, au lycée ici aux États-Unis d'Amérique. Et je pense qu'un livre comme ça m'aiderait à enseigner même à mes élèves américains qui ne connaissent pas le français. Et pourquoi, au fait, dans un terme beaucoup plus simple. Donc, c'est pas seulement aux Africains, mais je pense que c'est un livre que tout le monde pourra bénéficier de ces conseils-là. J'ai hâte vraiment. Moi, ça m'intéresserait. Vraiment, oui. Moi, ça m'intéresserait, Félix. Alors, oui. Félix, vous m'avez reçu chez vous à Kinshasa et je dois dire ici, d'abord une fois, merci. J'ai jamais eu l'occasion de vous dire merci de m'avoir reçu chez vous à la maison à Kinshasa. Vous m'avez bien reçu et je vous ai trouvé bien organisé en famille et je me suis dit, j'allais quand même vous poser, bien que j'avais pas eu la chance de vous poser cette question. Là, j'ai dit prochainement, quand j'aurai Félix, je vais lui poser cette question. J'ai vu comment vous êtes très bien installé, je disais tantôt, en famille, avec tout ce qui se passe à la maison. Mais je me suis toujours demandé comment vous parvenez à gérer, Félix, votre temps et vous organiser pour parvenir à être aussi productif. Là, vous êtes en train d'écrire notre livre, vous avez traduit... Pardon, vous avez traduit les petits bonbons de la sagesse en anglais. En tant qu'artiste, vous êtes en train de travailler. Comment vous parvenez à organiser vos temps pour être plus productif et efficace et sur la qualité même de vos œuvres personnelles ou celles de votre groupe? Oui, en tout cas, merci beaucoup, Roger. En fait, pour moi, le moment que j'apprécie le plus dans ma vie, c'est quand je suis tout seul. Voilà. Parce que moi, j'ai dit que, bon, là où on crée un enfant, pour être plus poli, c'est-à-dire que là où se passe l'acte sexuel, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Mais là où l'enfant va naître, en tout cas, on aura besoin de beaucoup de mains pour aider la maman. Donc... oui, donc j'ai dit que finalement, le moment de la conception, quand je considère comme l'acte sexuel, c'est un moment où on n'a pas besoin de beaucoup de gens. On se retire, quoi. On se retire. Voilà. Donc moi, je considère quand je suis tout seul, c'est comme si je suis en train maintenant dans le moment de la conception. C'est là où je peux tout me permettre. Voilà. Mais quand le produit va sortir, j'ai besoin de beaucoup d'oreilles pour écouter ce que je fais. Voilà. Donc, je considère ces moments privilégiés. C'est quand je suis tout seul où je peux chanter à haute voix, me rendre compte de mes erreurs, modifier ce qui doit être modifiable. C'est à ce moment-là c'est le moment que j'adore dans toute ma vie, c'est être seul. Voilà. Je sais que j'aurai tout le temps, quand je mourrai, d'être seul dans la tombe. Mais en tout cas...
Mais en étant vivant, j'adore ces moments-là parce que ça me permet de beaucoup créer. Et c'est ça, en fait, si je peux dire, mon secret, c'est d'être très souvent seul pour penser à ce que je veux faire. Parce que quand on s'est fait tout le temps entourer des gens, vous pouvez être dans une pensée, un bruit, un mot peut vous perturber dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Ceci dit, ce n'est pas que j'évite la compagnie des autres. Pas du tout. Mais je préfère passer plus de temps en étant seul pour mieux composer, mieux réfléchir. La composition, pour moi, n'est pas que musicale. Voilà, donc la composition, elle est aussi en tant qu'écrivain, pour créer des phrases, pour raisonner sur beaucoup de situations, pour pouvoir trouver des raccourcis. Ça, c'est très important. Bien compris, en tout cas. Parmi tous vos projets ou compositions, Félix Oazekwa, lesquels vous tiennent le plus à cœur et pourquoi? Oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Mais pour moi, c'est les projets qui me taraudent l'esprit, c'est un jour arriver à me rendre utile, pas dans la chanson, pas dans l'écriture, mais physiquement, en apportant de l'aide à ceux qui en ont besoin. Voilà. Bon, comme je n'ai pas encore assez de moyens, comme l'ont par exemple Jeff Bezos, Bill Gates et les autres là, que je salue, d'ailleurs je les encourage pour ça. Ils ont certainement dû travailler dans leur vie, beaucoup travailler et même eu de la chance. Mais moi je pense que avoir des moyens, j'allais dire de l'argent, ça peut permettre à rendre beaucoup de gens heureux. Voilà. Donc ce qui vraiment me dérange, c'est ça en fait. Un jour, moi je me promenais dans les rues de Kinshasa. J'étais en voiture. Bon, il y avait mon chauffeur et tout, on roulait. Et puis j'ai vu un garçon avec un panier qui vendait les bananes. Voilà. Je me suis dit, mais en fait, il lui restait pas beaucoup de bananes. J'ai appelé les garçons, je lui ai demandé combien il vendait le prix de ces bananes. Il m'a donné, mais j'ai dit, mais si je prenais toutes ces bananes-là, vous me le ferez à combien? Et voilà, le garçon m'a donné son prix. Bon, on peut mettre, disons, $10. Je lui ai donné les $10 pour avoir toutes ces bananes. Bon, en fait, pour moi, je me suis dit, mais il faut qu'il rentre à la maison faire autre chose pour ces garçons. Que de rester là en train d'essayer de vendre, de liquider toutes ces bananes. Voilà, peut-être qu'il va faire toute la journée pour vendre toutes ces bananes-là. Alors, je lui ai donné $10 pour avoir toutes les bananes. Mais quand il m'a donné les prix, moi, je préférais lui donner $15 en fait. Parce que les $10, c'est pour ces bananes, les $5 pour compatir, pour l'encourager, quoi, ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui s'est passé, les garçons avaient refusé les $5. Voilà. Et ça m'avait beaucoup touché, en fait. Donc, je me suis dit, je vais aider quelqu'un. Il m'a donné les prix de toutes ces bananes. J'ai rajouté de l'argent en plus. Mais il m'a dit, non, ce que j'ai demandé me suffit. Voilà, donc ces jours-là, j'étais bouleversé. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a des gens qui ne sont pas là pour... ils ne vendent pas des choses seulement pour de l'argent. Non, ils les font aussi parce que, je ne sais pas, nos mamans vont parfois au marché. Vous pouvez voir les mamans des ministres, les mamans des gens qui ont beaucoup d'argent, mais aller au marché. C'est-à-dire, certaines personnes ne vendent pas pour de l'argent, mais parce qu'ils veulent seulement avoir une activité. Voilà. Exactement. Et c'est depuis ces jours-là, je me suis dit, pourquoi ne pas donner autant d'activités à beaucoup de gens? Vous voyez, parce que souvent, nos mamans en Afrique, quand elles sont au marché, les gens vont dire, mais tiens, mais la maman de tel ministre vend au marché, c'est parce que son fils ne s'occupe pas de tel, non? C'est pas l'argent qui manque, mais elle veut avoir une activité. Elle veut donc se lever le matin, donc faire des efforts. Ce sont ces efforts-là qui la maintiennent même en vie. Mais quand le jour où vous lui direz non, il faut plus vendre, allez à la maison, moi maman, je vais tout vous donner. 3 mois, 4 mois après, la maman décède. Voilà, donc c'est-à-dire les gens ont besoin aussi de l'activité. Et je meurs toujours en envie d'avoir plus de moyens pour donner de l'activité aux autres. Pas forcément comme on peut imaginer, mais voilà, des choses comme ça, aider des gens à vendre, voilà, en fait, c'est ça mon rêve. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi.
Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Ça, c'est une très très bonne chose. En tout cas, nos auditeurs qui sont en train de nous capter savent exactement qu'est-ce que Félix fait pendant ses temps libres aussi. Félix, la musique occupe une grande partie de votre existence, on le sait déjà. Mais quelles sont vos autres passions ou centres d'intérêt en dehors de la musique, Félix Wazekwa? Oui, non, mais j'aime beaucoup lire. D'ailleurs, pour preuve, j'ai déjà lu la Bible en entier. Waouh, bravo! Donc, oui, donc, de Genèse à ce qu'on appelle l'Apocalypse ou Révélation. Exactement, ouais. Donc, j'ai tout lu alors. C'est-à-dire, ce n'est pas que non, j'ai choisi des morceaux. Non, j'ai lu la Bible en entier. Début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Je suis juste curieux de savoir combien de temps ça vous a pris. 9 mois. Ah, ça Ça prend 9 mois. Ça, oui. Mais ça dépend. Oui. En ces temps de confinement, les gens mettront certainement moins de temps. Oui. Peut-être 5 mois. Peut-être 5 mois. Mais là, c'était pas un mois de confinement. Voilà. C'était avec tous les concerts, toutes les productions, le studio, la famille. C'était pendant cette période. C'est pourquoi j'ai mis 9 mois. Ouais. C'est pourquoi j'ai mis. Là, en Amérique, vous appelez ça lockdown. Exactement. Donc, avec ce lockdown, là, vous pouvez même 4-5 mois, vous avez déjà fini. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la lecture. Ouais. J'aime la lecture. Ouais. Et j'aime beaucoup regarder les cinémas. J'aime beaucoup regarder les cinémas parce que moi, je pense que beaucoup de gens, les metteurs en scène, les acteurs, tous ces gens qui se mettent ensemble pour produire un film, il y a certainement un message. Et en tant qu'artiste et musicien, souvent, je surveille aussi la façon dont la caméra est placée sur certaines scènes. Oui. Ce qui m'aide aussi à pouvoir faire des clips. Voilà, parce que chez nous, en fait, il faut dire la vérité, en Afrique, par exemple, beaucoup de gens font des clips, mais pas avec des réalisateurs qui ont été à l'école du cinéma. C'est pourquoi on est souvent en retard avec nos productions. Vous pouvez écouter une chanson de Wazé, qu'on voit que c'est une belle chanson, mais quand vous regardez les clips, souvent vous êtes déçus. Parce que ce n'est toujours pas à la hauteur de ce que font aujourd'hui, par exemple, nos amis nigérians. Voilà, là, ils ont franchi un cap et de ce que font les Américains. Donc j'adore regarder les cinémas. J'aime bien aussi, par la lecture évidemment et les cinémas, j'aime bien le sport. Voilà, ça me tient en vie. D'ailleurs, il ne faut pas que les gens se tourmentent. Mon sport à moi favori, c'est la marche. Ah bon? Après avoir fait le karaté, après avoir fait la boxe, maintenant c'est la marche en fait. Ah bon? J'ai dit ça pour dire que tout le monde peut marcher. Oui. Donc là, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de coach. Non, on marche seulement. Et ça c'est quelque chose qu'un ami à moi, un grand fan à vous d'abord, Christian Toumba, quand il va écouter ça, il va tellement adorer parce qu'il vous aime beaucoup. Il aime beaucoup votre musique, mais il aime aussi la marche. Donc là, il va beaucoup adorer. Oui. Que la marche, tout le monde peut le faire. Oui, parce que voyez-vous, Roger, les sports que j'adore, c'est-à-dire marcher, mais quand vous allez par exemple dans les sports où on est soit aux Jeux Olympiques, voilà, où on est dans des choses comme ça, moi les sports que j'adore en ce moment-là, c'est la course. Parce que on ne va pas, là il n'y a pas de voilà, il m'a fait... il est tombé sur moi. Il a triché. Voilà, il a triché. Non. Vous êtes dans votre ligne, courez 100 mètres, courez 800 mètres. On vous touche pas. On vous touche même pas. Donc il n'y a pas que l'arbitre a mal sifflé. L'arbitre était pour. Parce que moi, dans un de mes proverbes, aussi, j'ai dit que même un arbitre a toujours une équipe qu'il supporte. Il ne faut pas croire. Donc
il est là comme arbitre, mais il a son équipe de prédilection. Bon, souvent, ils font un effort de ne pas le montrer, mais... Ouais, mais il sait qui veut qu'il gagne, quoi. Qui souhaiterait qu'il gagne. Quoi. Même l'arbitre n'est pas impartial. Bon, je les encourage parce qu'ils font des efforts pour qu'on ne le voit pas. Mais ils ont toujours un choix. Alors que dans la course à pied, là, il n'y a pas d'arbitre en fait. Voilà, il y a vous-même, vous gérez tout. Exactement. Et c'est le sport où il y a moins de réclamations. Alors j'adore ça. Félix, on s'amuse bien en tout cas quand on parle avec vous et moi. Comme je suis un homme des lettres aussi, ça me fait vraiment du bien. Félix, nous savons que, comme on l'a dit, nous sommes tous confinés. Moi-même, je suis confiné. Je fais ces émissions à partir de mon studio à la maison. Mais pouvez-vous nous parler un peu de l'actualité de Félix Ouazekwa en 2020? Qu'est-ce qu'il entreprend faire après tout ce confinement et tout ça? Quel grand projet à venir, Félix Ouazekwa? Oui, je pensais me produire. En tout cas, d'abord, c'était au mois de mai. On voit déjà que c'est pas possible. C'est pas possible. Je pensais faire un grand concert, comme j'ai eu à le faire à l'Olympia, comme j'ai eu à le faire à des reprises comment est-ce qu'on appelle ça encore, au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris. Donc, voilà, oui. Donc, je pensais faire un grand concert comme ça. Mais... quand je suis arrivé en France en janvier, parce que j'étais en Afrique, je me suis dit, bon, ça va être au mois de mai. Mais déjà au mois de février, moi je savais que le coronavirus avait de l'avenir. Et j'ai appelé mon producteur pour dire qu'on arrête ça. Mais non, mais pourquoi? Tout ça, j'ai dit, non, vous comprendrez après. Par moment, il ne faut pas toujours expliquer aux gens les choses. Et quand il a vu l'avènement de ce Covid, finalement, il s'est dit, mais vous savez, moi j'ai dit non, c'est quand même un calcul qui était facile à faire. Donc, voilà, donc maintenant c'est projeté pour le mois de septembre. Je ne sais pas comment le Covid va se comporter. En tout cas, sincèrement, en ce moment, toute personne censée peut faire des projets, mais ne peut plus être sûre de l'exécution de ce projet-là. Voilà, parce que la maladie nous a tellement... ça a surpris tout le monde et ça va commencer à surprendre. Moi, dernièrement, j'ai entendu en Chine que la maladie était encore revenue en Chine. Je me dis, là, on est dans un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. Mais je ne pouvais pas... Vraiment, on ne peut pas finir l'émission. Je sais que peut-être on a encore un peu de temps. Mais c'est pour parler d'une statistique, finalement... qui est venu des États-Unis pour dire que les 70% des gens qui meurent là-bas sont des Noirs. Sont des Afro-Américains, exactement, des Noirs. Voilà, des Afro-Américains. Donc, ça m'a beaucoup touché. Bon, c'est vrai qu'on est nous sommes dans la classe souvent des plus pauvres en Amérique. Ça peut expliquer c'est dû à quoi, c'est dû à quoi, selon vous, par la pauvreté? C'est dû à quoi exactement? Non, mais nous sommes le plus défavorisés. Quand vous voyez l'obésité aux États-Unis, c'est souvent les propres des Noirs. Donc, la malnutrition. La malnutrition, etc. Donc, c'est ce qui fait que... alors, moi, je me dis, je pose une question, je voudrais bien que les grands scientifiques, ceux qui sont plus intelligents, me répondent. Si c'est le cas aux États-Unis, la première puissance mondiale, comment ça va se comporter maintenant en Afrique, cette maladie? Puisque un pauvre d'Amérique n'est pas un pauvre, par exemple, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de RDC. Donc je me dis, certainement la maladie risque de faire beaucoup de victimes en Afrique. Et c'est pour ça que tout le monde est en train, c'est pour ça que tout le monde est en train de sensibiliser des frères et sœurs africains à prendre ça au sérieux et à faire attention. Parce que si ça arrive là-bas, même les grands médecins, docteurs, chercheurs américains ont dit sur des médias ici que si cela arrive en Afrique, comme c'est le cas ici, mais ça sera plus mortel que même les États-Unis d'Amérique, ici où nous sommes. Vraiment. Vraiment. Donc, je voudrais aussi encore, si on peut parler encore du Covid, c'est-à-dire, il faudrait vraiment que les gens se rendent compte se disent en fait qu'on n'a pas droit à l'erreur. L'Afrique peut bénéficier d'une chose, de l'expérience de tous ces pays qui sont en train de lutter contre cette maladie. C'est en ce moment ici que nous devons savoir prendre des notes, C'est en ce moment. Très, très important, prendre note. Félix Ouazekwa, on s'approche vers la fin de notre émission. Je voudrais d'abord savoir, avez-vous une
D'abord, parlons, je reviens sur le concert dont vous étiez en train de parler. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Fally Ipupa, avec ce mouvement toujours de vos frères et sœurs combattants qui étaient contre. Vous avez vu comment Paris était en feu. Quelle a été votre impression? Et pendant ce temps, vous avez toujours, vous, Félix Oazekwa, pensé à faire un grand concert. Pensez-vous rencontrer ces frères et sœurs combattants, discuter pour alléger un peu, faciliter un peu ce concert de Félix Oazekwa en Europe? Oui, moi je dis simplement que nos frères qui nous empêchent aujourd'hui de jouer, il faut que d'autres peuples africains le sachent en fait. Pourquoi est-ce qu'on empêche aux Congolais de jouer, je veux dire en Occident, partout? Pourquoi? C'est parti d'une idée que, voilà, nos combattants, en fait, ceux qui sont contre la politique ou les politiques en général en Afrique, Oui. ils se sont dit, voilà, pour que notre mouvement soit connu, nous devons nous attaquer aux artistes et musiciens parce qu'ils sont connus et ils feront connaître au plus vite notre cause. C'est parti de cette idée-là. Voilà, donc ils nous ont utilisés pour se faire connaître. Mais après 12 ans, je me demande s'ils ne sont pas toujours connus. Donc s'ils sont déjà connus, il y en a même qui sont devenus des stars, ces gens-là qui nous empêchent de jouer, qui nous laissent faire notre travail. Bon, quels que soient les métiers du monde, quel que soit, j'allais dire, si on peut appeler ça comme ça, même si nous faisons un saut métier, mais je pense que personne ne voudrait qu'on puisse mettre fin à sa vocation, à sa carrière, parce qu'il y a une cause. Donc, ils vont partir d'une idée, voilà, on voulait d'abord se faire connaître, et après, on leur demande pourquoi, alors vous êtes maintenant connus, pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais vous pensez vraiment, Félix, c'est faire connaître, vous pensez vraiment qu'il y a un message fort derrière ça? Est-ce que vous pensez que vous les mettez tous dans un même ballon, dans un même plat pour dire que tous ils voulaient se faire connaître? Ou vous pensez qu'ils sont en train de revendiquer? Ce qu'ils sont en train de revendiquer, c'est quand même légitime? Non, ça dit... C'est que moi j'ai dit, Roger, c'est pas qu'ils voulaient se faire connaître, non, ils voulaient faire connaître leur cause. Leur cause, d'accord. Voilà. Ouais. Si aujourd'hui, par exemple, Roger Montou, bon, qui est déjà connu, mais il va encore mieux se faire connaître, mais vous n'avez qu'à gifler M. Trump. Parce que tout le monde va se dire, mais qui a giflé Trump, le président Trump? Et vous serez connu. Voilà, c'est-à-dire que par moment, en faisant une mauvaise action, vous pouvez aussi faire connaître. C'est lui qui avait tiré un jour sur le pape, mais était du jour au lendemain connu. Donc, par moment, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils se sont attaqués à nous pour faire connaître leur cause. Mais leur cause aujourd'hui, elle est connue. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là continuent à empêcher la musique? C'est ça la difficulté que nous avons. Maintenant, ils avancent d'autres raisons. Oh, dans vos chansons, il y a des obscénités. Alors, je me dis, ils n'ont qu'à regarder, par exemple, les clips, je m'excuse de dire les noms des Snoopy Dogg, pour voir ce qu'on peut appeler les obscénités. Donc, non, ce ne sont pas, je ne pense pas que c'est pour ça. Après, ils vous sortent beaucoup de raisons. Donc, nos frères, finalement, n'ont pas envie que nous puissions jouer en Europe, on a compris. Mais pourquoi empêcher la culture africaine? À un moment, ici à Paris, c'était nous qui faisions remplir des salles comme Olympia. J'ai joué là-bas. Et en disant nous, vous voulez parler des artistes congolais, c'est ça? Des artistes congolais, en fait. Parce qu'il faut faire attention. Cette mouvance est contagieuse. Même à Brazzaville, à un certain moment, on a voulu empêcher le concert de Rock à Roba. Donc, heureusement, le président Sassou avait pris le devant et il a fait ce qu'il fallait faire, voilà. Et puis, on avait joué. Si aujourd'hui, cette mauvaise façon de voir les choses, nous sommes en train d'empêcher le concert des Fally. J'ai dit nous, c'est-à-dire, je me mets à la place des Congolais. Ils empêchent le concert des Fally, mais pendant ce temps-là, ils vont brûler les drapeaux ivoiriens. Ça c'est quoi ça? Vous voyez? Donc, moi j'ai toujours dit, d'ailleurs tout le monde le sait, que la colère est une courte folie. Donc, on ne peut pas, quand on est dans cette folie-là, oublier quand même certaines choses. C'est pourquoi j'ai dit que la différence qu'il y a entre nous et Dieu, dans le domaine de la colère, Dieu, quand il est en colère, il se maîtrise toujours. Il sait qui doit punir et qui ne doit pas punir dans sa colère. Mais nous, les humains, comme nous sommes en colère, nous sommes vraiment dans une courte folie et on fait du n'importe quoi.
Donc les drapeaux ivoiriens ne devaient pas être brûlés ces jours-là. Parce qu'il y a même d'autres frères ivoiriens qui savent que non. Toute l'Afrique d'ailleurs, tout le monde sait que le Congo a joué un rôle très important à un certain moment dans la musique en Afrique. Voilà, il faut se rappeler que les premiers Noirs à jouer à l'Olympia de Paris, c'était Taboulay, comme par hasard, c'était un Congolais. Donc c'est... Mais aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a plus droit au chapitre, on ne peut plus se produire dans des grandes salles ici parce qu'il y a ces problèmes-là. Voilà, donc moi je considère mes frères-là comme étant en opposition. Dans tous les pays démocratiques, il faut toujours montrer où il y a le pouvoir et où il y a l'opposition. Donc je les considère comme des frères qui sont dans des partis d'opposition. Et je ne pense pas que quand on est dans l'opposition, il faut se permettre d'empêcher que d'autres métiers ne puissent pas exercer. Et en vous considérant, vous, les artistes, comme les condamnés à mort, j'ai lu la phrase de Félix Oise-Ekwa, même à un condamné à mort, on demande sa dernière volonté. Ah voilà, merci beaucoup de me rappeler cette phrase. Oui, même à un condamné à mort, on demande toujours sa dernière volonté. On voit comment est-ce que les gens sont condamnés aux États-Unis. Même on sait bien qu'on va le tuer, mais on demande toujours sa dernière volonté. Voilà. Donc, mais nous sommes des condamnés à qui on ne demande pas notre volonté. Voilà. On vous condamne seulement. On n'a même pas un mot à dire, quoi. Donc, c'est ça le mauvais côté des choses. Même des gens qui ont fait des choses abominables, on leur demande leur dernière volonté. Alors, nous, on n'a pas fait des choses abominables. Ils devaient quand même savoir quelle est notre dernière volonté puisque nous sommes déjà condamnés. Voilà. Moi, si on pouvait me demander à moi, c'est de laisser la culture africaine s'épanouir. À un moment où, en RDC, la République démocratique du Congo, tout ne marchait pas, mais au moins la musique était là pour représenter ces pays. Voilà. Aujourd'hui, si tout le monde connaît la Jamaïque, c'est par Bob Marley. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a des gens même qui ne savaient pas où se trouvaient les États-Unis, mais avec ce que Michael Jackson avait fait, on a su que non, il est venu de tel point. C'est-à-dire que même les artistes peuvent aujourd'hui faire connaître un pays, ou du moins permettre à certaines personnes plutôt, de mettre les doigts sur la carte du monde. Comme vous le dites, le map monde. Donc voilà, où se trouve la RDC, où se trouvent les États-Unis, où se trouve le Sénégal, où se trouve les Ghana, etc., la Côte d'Ivoire, par rapport à leur activité musicale. Voilà, je salue aujourd'hui ce que font nos frères comme Davido, les P-Square, tous ces gens-là. Mais moi, par exemple, comme je suis vraiment bon dans la chorégraphie, d'ailleurs, on m'appelle le Michael Jackson. Ah oui, non, moi je suis fan de votre chorégraphie, ça je dois vous le dire. Bah oui, mais moi, je voudrais que... moi, je voudrais, par exemple, qu'on me mette en défi avec les P-Square, parce qu'eux aussi, ils dansent très bien. Eux aussi Nous sommes dans un stade, et ils font un spectacle, moi, je fais aussi, et puis à la fin, on va dire qui a gagné. Voilà, je leur lance ce défi-là, mais aujourd'hui, qu'on ne peut pas réaliser à Paris, parce que... voilà, parce que les gens, nos frères ne veulent pas qu'on puisse jouer. Et si vous avez un message à leur donner aujourd'hui, ils sont en train de vous écouter, Félix, ça serait quoi? Vous parlez des combattants? Oui. Oui, moi je leur dis que nous sommes leurs frères, à mes frères combattants. Moi je vous considère comme les opposants. Vous êtes des opposants politiques. L'IDPS, la partie du président Félix Tshisekedi, mon homonyme qui est aujourd'hui au pouvoir, était aussi dans le combat. Mais voilà, comme c'était plutôt un parti d'opposition, aujourd'hui il est au pouvoir. Il y a beaucoup de ceux qui l'accompagnaient dans les marches, dans beaucoup de choses dans Paris. Aujourd'hui, ils l'ont rejoint là-bas à Kinshasa pour travailler. Et un jour, ceux qui nous dérangent aujourd'hui auront aussi le pouvoir. Je leur dis simplement, et à ce moment-là, il faut aussi accepter que d'autres gens s'opposent à votre pouvoir. Voilà. Donc, ce n'est qu'une opposition, ce n'est pas autre chose, en fait. Quand vous dites les combattants, les combats de qui? Tout le monde aujourd'hui se bat d'abord pour la survie, comme aujourd'hui, pour la survie plutôt, comme aujourd'hui, tout le monde le fait pour le coronavirus. Moi, je dis que l'effort que les combattants font pour empêcher nos concerts, s'ils pouvaient mettre la même énergie pour ne fût-ce que faire des comptes, pour aider nos frères, soi-disant, qui sont à l'Est et qui souffrent, pour faire des collectes d'habits,
des habits qu'on fait. On peut prendre des habits qu'on met dans des containers, faire des fonds. Il n'y a même pas un compte pour aider nos frères. Quel est ce combat-là qui n'a pour objectif que d'avoir le pouvoir? Mais entre-temps, avant d'y arriver, vous devez faire des choses pour aider nos frères qui sont dans le besoin. Voilà. Et c'est ce que moi, je leur dis comme reproche. Voilà. Je respecte leur combat, mais en attendant, voilà, faites quand même des actions pour aider. Votre aide ne doit pas simplement être le combat pour le combat, mais ceux qui sont en train de souffrir maintenant, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir avec les combattants, Félix, pour parler? Pardon? Vous êtes prêt à vous asseoir avec les combattants et discuter? Ah oui. Moi, je leur dis, voilà, nous devons nous mettre ensemble, parler, mais je vous dis que c'est comme si vous voudriez que les républicains et les démocrates se mettent ensemble pour parler de quoi? Donc, et ils les prennent vraiment comme ça. Or, on sait que pour les intérêts, par exemple, des États-Unis, mais les républicains parlent par moment aux démocrates. Parce que là, voilà. Mais chez nous, on n'a pas encore cette notion-là. Il faut dire que là, nous parlons des États-Unis et là, on parle maintenant de l'Afrique. L'écart de mentalité est tel que aujourd'hui, on ne peut pas penser à une chose comme ça. Waouh. Et Félix Oasekwa, comment vous dites, en parlant de cette situation-là dans votre pays, la situation politique, on voit des arrestations qui sont en train de se faire en RDC, on en parle ici à Voice of America. Vous, en tant qu'écrivain, en tant que leader d'opinion, qu'est-ce que ça vous dit, tout ce qui se passe dans vos pays, ce mouvement d'arrestation des gens qu'on entend partout, qu'est-ce que ça vous dit, hein? Moi, je dis simplement que d'abord, c'est regrettable pour ce qui a été fait, la concussion, j'allais dire le vol, le déni de public. C'est ce qui est d'abord regrettable. Moi, je pense que c'est dans cette lutte, peut-être on prendra aussi des innocents, en fait, dans cette vague. On peut aussi prendre des innocents, rien que pour gonfler la liste. C'est ce que je ne voudrais pas, qu'ils fassent vraiment bien leur travail pour ne prendre que ceux qui ont versé dans de mauvaises choses. Voilà. Mais c'est quelque chose que moi j'encourage. On n'a jamais vu ça en RDC. Donc vous pensez que la justice maintenant travaille en RDC, fonctionne bien en ce moment? C'est un début? Je dirais pas que la justice fonctionne bien. Moi je dirais la justice fonctionnera bien quand elle aura établi la culpabilité de ceux qu'il est en train de prendre. Voilà, c'est à ce moment-là. Je ne peux pas dire que mon équipe a gagné pendant que le match se joue. Se joue encore. Voilà, c'est après les matchs, je vais voir les scores. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de score aujourd'hui. On sait qu'on est en train de prendre des gens. Mais la réalité pourrait peut-être s'avérer que certaines personnes sont innocentes. Voilà, donc moi j'attends à ce qu'il y ait vraiment... on puisse établir la culpabilité des uns et des autres. Avec des preuves. Avec des preuves. Avec des preuves. C'est ça en fait. Voilà, donc moi je les encourage. Ça ne s'est jamais fait en RDC. Ça ne s'est jamais fait. Voilà, qu'on puisse attraper des gens comme ça. Et là, peut-être comme moi je suis dans le domaine des idées, je me dis c'est triste. C'est triste finalement d'avoir occupé des postes importants pour n'avoir servi que sa famille ou soi-même. Souvent, ces gens-là ont de beaux discours. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux politiciens. Très, très attention. Voilà, c'est regrettable, quoi, en fait. Moi, quand je grandissais, je sais qu'on arrêtait souvent des gens, c'était des commerçants qui n'avaient pas peut-être déclaré leurs impôts comme il fallait. Des commerçants, peut-être, qui avaient versé dans des choses indésirables. Mais là, on est en train de parler, on est en train d'arrêter même ceux qui font la loi, ou ceux qui devraient faire la loi. Ça devient dangereux. Voilà, donc la peur a changé de camp, si on peut dire. Donc, qu'ils acceptent ce qui leur arrive. Moi, j'ai quelque chose à dire rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours trouvé, enfin, ça m'a toujours touché, de voir que quand quelqu'un est nommé ministre, quand quelqu'un est nommé à un poste important, et dans sa famille, parfois on fait la fête. Voilà. Mais je n'ai jamais vu de fête comme ça quand quelqu'un prend des responsabilités, par exemple à l'église. Vous voyez?
Alors que là, on veut servir Dieu. Hein. Des gens qui veulent maintenant servir Dieu. On vous dit, voilà, vous allez vous occuper, par exemple, des finances de l'Église. Oui. Il n'y a jamais de fête. Mais la même personne à qui on donne maintenant des responsabilités pour un pays, la personne va faire une grande fête pour sa nomination. Ça veut dire ce que ça veut dire. On sait que l'argent de Dieu, on ne peut pas y toucher parce que Dieu peut frapper vite fait. Alors qu'on sait que bon, l'argent du peuple, on peut y toucher, quoi. C'est ça. Donc, je trouve ça très mal que quelqu'un qui est nommé à un poste, la personne peut se dire, est-ce que je vais d'abord y arriver? Et pendant que vous êtes dans les questionnements, pourquoi est-ce que vous allez faire une fête? Si moi aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai besoin d'un poste, hein, parce que je ne ferai pas la politique dans ma vie, mais si jamais on me bombardait par exemple dans un poste, il n'y a pas de quoi faire une fête. D'abord, il faut dire aux gens qui nous suivent que je suis économiste. Donc, non, je ne ferai une fête parce que je vais d'abord me dire, est-ce que je vais y arriver? C'est une grande responsabilité, quoi, pour dire que c'est une grande responsabilité. Oui, parce que peut-être que je ferai une faute le jour où je vais quitter mon poste. Je vais dire, ah, voilà, je suis parvenu quand même. Voilà. Quelle que soit la préparation des grands athlètes, il y a toujours cette appréhension du combat, il y a toujours cette appréhension de mal faire ou d'échouer. Mais eux, tout de suite, ils sont déjà contents comment dire, de leur poste. Et ça m'a toujours bouleversé. Pourquoi, quand vous êtes nommé dans une église où on vous donne des fonctions, il n'y a jamais de fête? Mais quand ce sont des fonctions pour le pays, et c'est là où il y a des fêtes. Ça veut dire que chez Dieu, on mange peu. Mais quand on va dans le monde, c'est là où les gens peuvent se servir. Donc, ils font une fête pour leur richesse, en fait. Alors, la richesse que Dieu peut donner, ça manque. Waouh, ça c'est un message encore fort. Si Félix Ouazekwa, là on vous met vraiment à la barre, comme on dit dans RM Show, on met Félix Ouazekwa à la barre. Si on devait demander à Félix de dire un mot, une phrase, une parole, un proverbe à propos de Covid-19, qu'est-ce que Félix Ouazekwa va nous dire? Oh là 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 là, bon là, vous me prenez des cours, mais rapidement. Oui, rapidement. Rapidement, je peux dire que les gens craignent aujourd'hui le Covid ou la maladie, alors que la maladie n'a rien créé. Mais les gens ne craignent pas Dieu qui a tout créé. Alors, moi, je trouve ça bizarre. Waouh. Si on pouvait craindre Dieu de la même façon qu'on est en train de craindre aujourd'hui le Covid, nous serons déjà au paradis. Waouh, ça c'est fort. Je savais qu'Ouazekwa allait trouver quelque chose pour la fin de cette émission. Et vous donnez des conseils à tous ceux qui nous suivent, surtout des jeunes, à propos de cette pandémie, ce virus. Faisons très attention. Nous, aujourd'hui, je pense que même si ce n'est pas dans notre famille, au moins dans des gens que nous connaissons, nous commençons à perdre des gens d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc que Dieu nous aide dans cette démarche-là. On ne peut pas prier pour que Dieu puisse effacer la maladie. Voilà, parce que il y a ces comportements, par exemple, que je vois dans des pays africains où les gens actuellement se mettent encore à beaucoup prier. Quand vous avez beaucoup de moustiques dans votre maison, et si vous faites la prière, vous voulez que Dieu fasse quoi? Donc vous voulez que les moustiques disparaissent comme ça, quoi. Donc par enchantement? Non. Il faut prendre un produit qui est censé tuer les moustiques, donc, et puis il n'y en aura plus. Donc, les genres de prières que nous devons faire en ce moment devaient être que Dieu nous donne l'intelligence pour cette maladie. Comment nous devons nous comporter? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter l'expansion de cette maladie? Mais il ne faut pas seulement prier et puis négliger les mesures barrières, parce que pour nous, la prière est une mesure barrière. Non. Voilà, je suis une personne croyante, j'ai besoin de la prière, mais la prière que Dieu peut faire maintenant, la prière qu'on peut faire à Dieu maintenant, c'est de nous donner les moyens, la sagesse, l'intelligence de nous comporter face à cette pandémie. Voilà, parce que on risque de baisser sa garde parce qu'on vient de faire la prière. Et très souvent, c'est comme ça. Donc, nous devons vraiment nous considérer en danger parce que nous le sommes. Et respectons ce que disent les autorités, par moments anticipons même. Parce que, je veux dire ceci, même si aujourd'hui les autorités disent que voilà, vous pouvez sortir, je ne pense pas que les gens vont sortir comme ça. On va sortir avec des masques, avec des gants, etc., etc. Donc, il faut continuer à nous protéger. Il y a des choses qui échappent aussi aux autorités. Moi-même, j'ai vu ça en France.
comment les autorités sont en train d'échanger d'arguments. Quand ils n'ont pas des masques, ils vont dire voilà, tout le monde n'a pas besoin des masques parce que c'est seulement pour les personnels soignants. Voilà. Et après, on va vous dire non, tout le monde a besoin des masques, etc. Donc, la politique est toujours là pour nous mener par moments du bon côté et par moments nous faire prendre des risques. Combien de produits n'a-t-on pas vu? Moi, en France, j'ai vu des produits, voilà, Mediastore, si c'est quoi, qui étaient souvent... il y a des produits qui, quelques temps après, on vous dit non, il faut retirer ces produits du marché, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, soyons d'abord notre propre médecin en utilisant le peu que nous savons. C'est de la même façon qu'on sert Dieu. C'est pas parce que comme moi, il faut lire toute la Bible en entier pour savoir comment il faut le servir. C'est-à-dire pour le peu qu'on sait de Dieu, pour l'essayer de les respecter. Le peu que nous savons du Covid, sachons faire des mesures barrières pour éviter cette maladie. Et quelles sont les mesures barrières que vous prenez, vous, personnellement? Ah oui, les mesures barrières, d'abord, il faut se confiner. D'abord, il faut définir ces mots pour les frères africains. Oui. Vous savez, Roger, moi, j'ai étudié en France. Oui. Je ne connaissais pas le mot délestage. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous connaissiez le mot délestage quand vous étiez en Afrique. Non, moi, pas du tout. Moi, je ne connaissais pas. Voilà. Mais quand on va vivre en Afrique, on voit que non, le courant part à tout bout de champ. On vous dit que c'est le délestage. C'est à ce moment-là que vous regardez dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire délestage. Donc, c'est-à-dire il y aura des mots que nous ne connaîtrons que dans certaines situations. Confinement. Le mot confinement veut dire simplement enfermement. Voilà. J'aurais préféré qu'on ne parle pas de confinement, qu'on parle de l'enfermement. Peut-être que les Africains auraient mieux vite compris de quoi il s'agit. Voilà. Parce que je vous mets à l'épreuve, hein, il faut demander, par exemple, aux Africains, à certaines personnes, qu'est-ce que ça veut dire confinement? Or, moi, par expérience, je me dis, quand on a du mal déjà à définir quelque chose dont on ne saura pas prendre de bonnes mesures. On peut se confiner dans sa voiture, on peut se confiner dans son bureau, on peut se confiner à la maison, mais nous devons comprendre d'abord que le mot veut dire enfermement. Pour moi, la première mesure, c'est ça. Nous sachons nous enfermer, en fait. Voilà, sachons nous enfermer. Et puis les autres mesures, on sait qu'il faut tousser dans son coude et qu'il faut souvent laver les mains, etc., etc. Voilà. Mais par rapport aux mains, je vais dire rapidement quelque chose. Oui. Quand on est à la maison, on n'a pas besoin du gel hydroalcoolique. On est déjà à la maison, donc il faut souvent utiliser les savons. Ce gel-là a été conçu pour des gens qui sont dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de savon. C'est à ce moment-là que vous allez sortir. Mais moi, je vois des gens, et après s'être lavé les mains, et puis ils utilisent encore le gel hydroalcoolique. Mais je ne sais pas, tout exténué finalement. Non, quand on est à la maison, on utilise seulement les savons avec de l'eau. C'est quand on est en dehors de la maison qu'on va utiliser ça. Voilà, ce sont des petits conseils qu'on se donne comme ça pour qu'on puisse évoluer. La première mesure pour moi, ça doit être les confinements. Ça va rester chez soi. Mais je dis ça rapidement parce que je suis peut-être à Paris. Oui. Mais pour mes frères qui sont en Afrique, c'est pas évident. Pour moi, c'est confiné parce que pendant ce moment-là, pendant qu'on vit au jour le jour, Oui. en Afrique, il y a des gens qui, s'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas manger, ouais. Et c'est ça, en fait. Je remercie beaucoup le président Macron dans son dernier discours, quand il a parlé de l'Afrique. Le fait seulement de parler de l'Afrique m'avait beaucoup encouragé. J'ai dit aux dirigeants de ces pays, des pays les plus nantis, de penser aux Africains. Si les pays nantis ont du mal à juguler cette maladie, qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver en Afrique? Alors là, j'ai dit, je pense que même la moitié de l'Afrique pourrait disparaître. Vraiment, pensons à l'Afrique. J'ai entendu l'histoire des vaccins. C'est comme si, non. En ce moment, on n'a pas besoin des vaccins. En ce moment, on a besoin d'abord des produits qui peuvent soigner. La malaria que nous traînons depuis plusieurs années, on n'a jamais fait un vaccin pour ça. Mais on a des produits qui soignent la malaria. Trouvons d'abord des produits qui peuvent soigner cette maladie. On parlera des vaccins après. Ce n'est pas une priorité pour l'instant. Félix Wazekwa, un mot pour vos fans qui adorent votre musique, qui vous captent partout dans le monde en ce moment. Oui, à tous mes fans, je les salue. Je les invite aussi au confinement. Et je leur dis d'être toujours en mode confinement. Et je leur dis même bon confinement. C'est-à-dire que
Vraiment, je vous remercie à travers le monde. Je suis là. Je suis là. Il y a beaucoup d'idées à partager. À ceux qui n'ont pas encore eu mon livre, dont les livres s'appellent Le Monde de la Sagesse. Le livre est sur Amazon.fr. Et à ceux qui n'ont pas encore eu mon nouvel album, le nouvel album s'appelle Article 23. C'est un article de la Constitution de la RDC qui parle de la liberté d'expression. Oui. En fait, dans tous les pays du monde, dans chaque constitution, il y a toujours quelque part où on parle de la liberté d'expression. Je pense aux États-Unis, chez vous là-bas, c'est le premier Oui, article. exactement. Voilà. Si vous allez au Sénégal, c'est le 10e article. Ouais. Voilà. Si vous allez, par exemple, au Congo-Brazzaville, c'est le 25e article. Ouais. En RDC, c'est l'article 23, en Ouais. fait, Ouais. qui parle de la liberté d'expression. Ouais. On est libre d'écrire, de faire, de montrer les images qu'on veut, mais surtout que tout cela ne trouble pas l'ordre public. Voilà, donc soyons libres, mais ne troublons pas l'ordre public. C'est ce qui est très important et je conseille aussi à tous nos auditeurs d'aller chercher Les Petits Bonbons de la Sagesse, le livre de Félix Wazekwa. Félix Wazekwa, a.k.a. Monstre d'amour, c'est Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington. Je ne peux que vous dire merci infiniment, en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé, Félix. C'est moi, Roger, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour le monde. D'accord. Au revoir, Félix, et bonne journée. Oh, merci, Roger. D'accord. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, on espère que vous avez aimé cet entretien avec Félix Wazekwa Mokwa Bongo qui nous a joint de Paris. Continuez à suivre RM Show, abonnez-vous à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube, Roger Montou, sur ma page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique, ou sur ma page Instagram, ou envoyez-moi tout simplement un tweet, pourquoi pas, sur RM Show VOA. On se retrouve prochainement avec beaucoup d'autres artistes. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Roger Montou. Encore une fois, merci pour le temps que vous nous avez accordé pour suivre cet entretien avec notre invité de cette semaine, Mokwa Bongo, Félix Wazekwa. So long.